Avez-vous déjà reçu un appel tellement bizarre, tellement inattendu, que vous vérifiez si quelqu'un vous fait une blague? C'était mon cas un mardi à 11h43 du matin, assis dans la cuisine de mon minuscule appartement, à moitié d'un bol de nouilles au micro-ondes, quand mon téléphone a sonné. Le numéro était bizarre, d'un autre état. « Bonjour, est-ce bien Nathan Reynolds ?» demanda la voix, très professionnelle. « C'est moi. Ici Tracy de Silver Oak Mortgage Servicing. Nous vous appelons au sujet du solde impayé de votre prêt immobilier. Nous avons envoyé plusieurs avis. » Attendez, quel prêt immobilier? Tracy ne s'arrêta même pas, celui associé à la propriété au 412 Lavendey Drive. Votre nom est indiqué comme emprunteur principal. Le solde impayé actuel est de 523 117,83 $. J'ai éclaté de rire. J'étais obligé, madame. Je loue un appartement de 55 mètres carrés et mon lit est par terre. Je n'ai même pas de canapé, encore moins une maison à un demi-million de dollars. Il y eut une pause. Puis elle a demandé ma date de naissance, mon numéro de sécurité sociale. Elle a tout confirmé, et cela correspondait. Le prêt était à mon nom. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Mes mains sont devenues froides. Vous connaissez cette sensation quand vous êtes sur le point de vous faire frapper par quelque chose d'énorme et que votre cerveau commence à dire « non 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 ». Ouais. Il s'avère que, 1 an et demi auparavant, quelqu'un avait contracté un prêt immobilier en utilisant mon identité avec un co-signataire. Mon rapport de crédit avait été impeccable. J'en avais toujours été fier, mais d'une manière ou d'une autre, quelqu'un avait ouvert un prêt, acheté une maison dans un autre état, et n'avait pas remboursé dans les 10 mois. Le co-signataire? Mon père. C'est alors que j'ai su que je devais raccrocher et l'appeler immédiatement. Il a répondu comme il le fait toujours, comme s'il était légèrement ennuyé que quelqu'un ose perturber sa paix d'homme retraité. Nat, quoi de neuf? Tu m'as mis sur un prêt immobilier? Silence. Comme si je lui avais demandé s'il avait enterré un corps dans mon jardin. Pourquoi penserais-tu ça? Demanda-t-il, trop rapidement. Parce que la banque vient de m'appeler au sujet d'une maison que je possède apparemment, et devine qui d'autre est inscrit dessus? Rien, puis finalement, écoute, calme-toi. Ce n'est pas grave, pas grave. Ma voix monta d'une octave. Tu as utilisé mon identité pour acheter une maison. C'est très grave. C'est de la fraude. C'est alors que j'ai entendu la voix en arrière-plan, ma sœur Rachel. Bien sûr, c'était elle. Elle a 5 ans de moins, vit dans un état constant de pantalon de yoga et de dettes de brunch, et se plaint toujours que l'univers en veut à elle parce que son rêve d'influenceuse ne s'est jamais réalisé. Mes parents l'ont renfloué plus de fois que je ne peux en compter. Pendant ce temps, je travaille 2 emplois depuis l'université juste pour garder un toit au-dessus de ma tête. Elle avait besoin d'aide, dit finalement mon père. Aide? Vous m'avez inscrit sur un prêt de 523 000 $ sans me demander? Eh bien, la voix de ma mère s'est fait entendre, tu n'utilisais pas ton crédit pour quelque chose d'important. J'ai dû m'asseoir. J'étais tellement abasourdi que je n'avais même pas de mots. J'ai découvert plus tard qu'ils avaient utilisé un ancien formulaire de procuration, celui que j'avais signé il y a des années quand j'avais 18 ans pour que mon père puisse aider à faire appel pour un prêt étudiant, et qu'ils l'avaient utilisé pour faire passer la paperasse en force. D'une manière ou d'une autre, la société de prêt immobilier a manqué tous les signaux d'alarme, et mon crédit est ruiné. Quand j'ai consulté mon rapport, c'était une zone sinistrée, retard de paiement, avis de recouvrement, une saisie en cours, et moi, j'étais sur le point d'être poursuivi pour une maison où je n'avais jamais mis les pieds. J'ai envoyé une mise en demeure à la société de prêt immobilier, j'ai bloqué mon crédit, j'ai déposé un rapport de vol d'identité auprès de la FTC, mais ce n'était pas suffisant. La banque avait toujours mon nom et ma signature sur le prêt, celui que mes propres parents avaient falsifié. Vous voulez savoir ce qui m'a vraiment déconcerté? Rachel vivait toujours dans cette maison, organisant des soirées vin, postant des selfies ambiance sans dette dans la maison pour laquelle j'étais responsable. C'est alors que quelque chose s'est cassé en moi. J'avais toujours été le bon fils, calme, responsable, celui qui ne demandait rien, mais il m'avait tout pris, et j'en avais assez de jouer gentil. Alors, j'ai fait un plan, et quand j'aurai fini, ils regretteront de ne pas avoir simplement fait défaut sur ce foutu prêt immobilier. 3 jours après cet appel téléphonique avec mes parents, je me suis tenu devant le 412 Lavendey Drive. J'étais venu en avion en catimini, sans avertissement, sans SMS, sans message B, je viens gâcher ta journée. Juste moi, une Camry louée,
et un dossier épais de documents qui ferait saliver n'importe quel avocat. La maison elle-même était grande, moderne, le genre d'endroit avec des fenêtres surdimensionnées et des nains de jardin qui avaient l'air ironiquement chers. Elle criait je ne sais pas ce qu'est un budget, probablement mis en scène par quelqu'un qui facture à l'oreiller. Et assise dans l'allée? La Mercedes blanche de Rachel, naturellement. J'ai frappé, pas fort, juste une fois, assez pour faire vibrer légèrement la porte. C'est Rachel qui a ouvert. Elle a eu l'air surprise, mais seulement pendant une demi-seconde, puis son visage s'est transformé en un sourire à faire cailler le lait. Nat. Waouh, quelle surprise, gazouilla-t-elle, comme si elle n'avait pas fait exploser ma vie financièrement. Vraiment, dis-je froidement. Oh, allez, tu es dramatique. Elle s'écarta comme si j'étais juste là pour emprunter du sucre. Tu devrais entrer. Tu veux un smoothie? Je fais cette nouvelle cure de curcuma. Je suis ici pour parler du prêt immobilier dont tu m'as accablé. Son visage tressaillit légèrement, comme un bug dans une application mal codée. Je veux dire? Elle rit, c'était une décision d'équipe, et tu n'utilisais pas ton crédit, n'est-ce pas? C'est quoi le problème? Je suis entré. L'endroit ressemblait à Pinterest qui avait vomi dedans, fausse plante, citation murale bizarre, un panneau au-dessus de l'évier de la cuisine qui disait Good Vibe Only. J'étais prêt à tout brûler. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'épais dossier manille. Les yeux de Rachel ont jeté un coup d'œil dessus, puis sont revenus vers moi. C'est quoi ça? Tout ce qu'il y avait à l'intérieur était des copies des documents falsifiés, mon affidavit notarié désavouant le prêt immobilier, des preuves de l'utilisation frauduleuse de la procuration, des rapports de crédit, des dépôts de vol d'identité, et mon préféré, une lettre signée d'un avocat. Pas n'importe quel avocat, le mien, parce qu'après cet appel de la banque, j'ai appelé une amie de l'université, Jenna. Elle est avocate maintenant, une sacrée bonne, spécialisée dans les cas de vol d'identité et d'abus sur personnes âgées. Elle me devait une faveur. Je l'avais aidée à déménager pendant une tempête de pluie une fois quand tout le monde s'était défilé, et laissez-moi vous dire, Jenna ne plaisante pas. J'ai parlé à un avocat, dis-je, d'une voix ferme. Elle dit que j'ai un dossier solide, faux, fraude, vol d'identité, dommages civils. Rachel pâlit. J'ai continué, calme mais froid. Alors voici ce qui va se passer. Tu vas refinancer ce prêt immobilier à ton nom, entièrement. Je vais être retiré définitivement, et tu vas payer chaque centime des frais juridiques. Rachel cligna des yeux comme si je l'avais giflé. Je ne peux pas faire ça, rétorqua-t-elle. Mon crédit n'est même pas assez bon pour financer un abonnement à la salle de sport. C'est pourquoi nous avions besoin de toi. Je l'ai interrompu. Besoin. Rachel, tu n'as pas demandé. Tu as volé ton propre frère, et nos parents t'ont aidé. Et c'est alors qu'ils sont entrés, parlons du diable. Mes parents sont entrés du couloir, apparemment ils avaient tout entendu. Le visage de ma mère était rouge de larmes. Mon père, il avait juste l'air fatigué, pas coupable, pas apologétique, juste ennuyé. Nat, commença ma mère, pouvons-nous s'il te plaît parler de ça en famille? Vous avez eu votre chance, dis-je. Maintenant, vous pouvez parler à mon avocat. Tu n'as pas besoin d'être si agressif, dit mon père, croisant les bras. C'était un malentendu, vraiment. Vous avez utilisé un formulaire de procuration que j'ai signé quand j'avais 18 ans et vous l'avez utilisé pour falsifier une signature sur un prêt immobilier de 523 000 $. Ce n'est pas un malentendu, c'est un crime. Je t'ai élevé, explosa mon père, j'ai mis de la nourriture sur ta table. Cool, dis-je, et maintenant tu essaies de me ruiner pour que ta fille puisse vivre son fantasme de vraie femme au foyer? Merci pour le repas, au fait. Rachel avait l'air sur le point de pleurer. Tu laisserais vraiment ta sœur tomber pour ça, murmura-t-elle. Je me suis retourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as laissé recevoir un avis de saisie. Tu as ruiné mon crédit. Tu ne m'as même jamais dit que tu vivais ici, comme si c'était de putains de vacances, et tu t'en fichais que tout soit à mon nom, et maintenant tu veux de la sympathie? Elle s'assit lourdement sur son canapé blanc immaculé. Et puis, pour vraiment enfoncer le couteau, j'ai sorti la dernière pièce de mon dossier, une copie imprimée d'une lettre que j'avais déjà envoyée à la banque, une notification formelle demandant une enquête complète sur l'origine du prêt avec des preuves des documents falsifiés et une plainte pour fraude en instance. La banque avait 30 jours pour répondre, et si elle ne le faisait pas, nous irions au tribunal. Leurs visages se sont effondrés.
La bouche de mon père s'est ouverte, s'est refermée, s'est ouverte à nouveau, puis silence. C'était le moment où ils ont réalisé que je ne bluffais pas, que je n'étais plus leur paillasson, que je n'allais pas tranquillement porter la dette pendant qu'ils vivaient leur vie comme si de rien n'était. Je me suis retourné pour partir. Pas de smoothie alors, dit Rachel faiblement derrière moi. Je me suis arrêté à la porte. Non, dis-je, mais je prendrai la maison, tu sais, puisqu'elle est techniquement à moi. Puis je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Ensuite, Jenna allait déposer une plainte civile formelle, et Rachel, elle allait découvrir ce que signifie une vraie saisie. 3 jours plus tard, Rachel m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Puis j'ai reçu un texto, on peut parler? La banque fait une sorte d'audit. Je ne sais pas ce que tu leur as dit, mais tu dois arrêter. J'ai souri parce que cet audit ne faisait que commencer. Vous voyez, Jenna avait une amie, Alicia, qui travaillait à la conformité interne de Silverhawk, le même gestionnaire de prêts hypothécaires qui était maintenant empêtré dans ma plainte pour fraude. Alicia a accepté d'examiner le dossier de prêt original, pas comme une faveur, mais parce que ce que j'avais envoyé avait l'air suffisamment suspect pour justifier un signal d'alarme à l'intérieur de l'entreprise. Et devinez quoi il s'est avéré? Le tampon notarial sur ma signature falsifiée appartenait à une femme qui ne travaillait plus dans l'immobilier depuis 6 ans. Elle avait déménagé en Arizona et avait créé un refuge pour chiens. Elle a même envoyé un email à Jenna pour dire qu'elle n'avait rien notarié depuis plus d'une demi-décennie. C'était le premier coup. Deuxième coup, le document de vérification des revenus joint à ma demande. Il disait que je travaillais comme ingénieur logiciel senior et que je gagnais 147 000 $ par an. Je n'ai jamais gagné plus de 63 000 $, et je suis dans la logistique, pas dans la technologie. Cette œuvre de fiction était imprimée sur un faux papier à en-tête d'une entreprise inexistante. Troisième coup, les relevés bancaires de Rachel. Jenna les a assignés dans le cadre de notre action civile, et ce qu'ils ont montré était glorieux. Pour commencer, Rachel n'était pas seulement fauchée, elle perdait de l'argent sur des bêtises, entraîneur personnel, conseil spirituel, une retraite à 7 000 $ appelée « Vibrer votre moi supérieur dans la richesse ». Mieux encore, elle n'a jamais fait un seul paiement pour le prêt immobilier. Chaque paiement, jusqu'à ce qu'il s'arrête, provenait du compte de mes parents, ce qui signifiait qu'ils avaient contracté le prêt à mon nom en utilisant de faux revenus, ne me l'avaient jamais dit, puis l'avaient payé eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Et une fois qu'ils ont manqué d'argent, ils l'ont laissé en défaut, l'ont laissé traîner, m'ont laissé assumer la responsabilité. J'étais furieux de nouveau. Jenna a demandé une injonction temporaire pour suspendre la procédure de saisie pendant que l'affaire de fraude se déroulait, et lorsque la banque s'est rendue compte qu'elle pourrait être tenue responsable d'avoir approuvé un prêt basé sur des documents falsifiés et un notaire décédé, elle a coopéré rapidement. C'est alors que le vrai plaisir a commencé parce que Silverhawk a envoyé une lettre formelle à Rachel et à mes parents exigeant une résolution immédiate. Ils ont proposé de la laisser refinancer, mais seulement à son propre nom. Spoiler, elle n'était pas admissible. Sa cote de crédit était de 531. Même les sociétés de prêt sur salaire se moqueraient de ça. Ensuite, ils ont offert une vente à découvert, en gros, vendre la maison pour ce que vous pouvez, et nous prendrons la perte. Rachel a refusé. Elle a dit, et je cite, « J'ai manifesté cette maison, elle est à moi. » Elle a dit aux représentants de la banque chargée de la réduction des pertes qu'elle n'était pas alignée sur la pression financière pour le moment. Alors, la banque a entamé une procédure de saisie, cette fois avec mon père et Rachel listés comme défendeurs principaux, pas moi, parce que la plainte pour fraude avait des dents maintenant, des dents juridiques. Le meilleur? Rachel ne savait toujours pas que j'avais demandé une chose de plus par l'intermédiaire de Jenna. Je voulais assister à l'audience de saisie en personne. Je ne voulais pas seulement la justice, je voulais qu'il me voie pendant que cela se produisait. Et quand cette date d'audience est arrivée, je ne me suis pas contenté de me présenter, j'ai apporté les reçus. L'audience a eu lieu un jeudi matin pluvieux, un temps parfait pour le karma. Je portais un simple blazer bleu marine, un jean propre et l'expression la plus neutre possible. Jenna était à côté de moi, une pile de documents dans ses bras comme un Terminator aromatisé à l'avocat. Rachel s'est présentée avec 15 minutes de retard dans un blazer blanc et des talons, beaucoup trop voyants pour une salle d'audience, tenant un Starbucks venti comme si elle assistait à une réunion de marque TikTok. Elle regarda autour d'elle, me vit assis au premier rang et se figea. Pour une fois, elle ne sourit pas. Mes parents la suivirent. Ma mère serrait son sac à main comme si c'était un bouclier.
Mon père m'adressa un signe de tête raide, celui qui dit « Nous ne sommes pas désolés, mais nous savons que nous sommes pris ». L'avocate de la banque, une femme élégante nommée Vanessa, exposa les faits, retard de paiement, défaut de paiement, refus de refinancer et le crédit ridiculement mauvais de Rachel. Elle parlait clairement et efficacement avec zéro émotion. Jenna est venue ensuite. Elle a déposé notre dossier de cas complet sur la table comme s'il pesait 25 kilos. À l'intérieur se trouvaient des documents falsifiés, des rapports de crédit, une fraude à la notarisation, des fabrications de revenus et une chronologie qui rendait toute l'escroquerie évidente. Elle n'a pas enjolivé. Elle n'en avait pas besoin. La paperasse racontait toute l'histoire et donnait à Rachel l'air de ce qu'elle était, une voleuse gâtée avec des illusions d'invincibilité. Puis ce fut le tour de Rachel. Elle se leva, s'éclaircit la gorge de manière dramatique et se lança dans un monologue digne d'une mauvaise télé-réalité. « Votre honneur, commença-t-elle, cette maison est ma maison. J'y ai créé des souvenirs. Je l'ai décorée moi-même. On m'a dit que mon frère voulait t'aider. J'avais l'impression que c'était un accord familial. » Le juge l'interrompit. « Mademoiselle Reynolds, votre nom figure-t-il sur les documents de revenus soumis à la banque ?» Elle hésita. « Non. Mais avez-vous soumis des paiements sous votre propre nom ?» Une autre pause. « Non, mais mes parents. » Et est-il vrai que vous n'avez effectué aucun paiement sur le prêt depuis son origine ? Silence. « Mademoiselle Reynolds ?» Elle déglutit. « Oui. » Je sentais la chaleur monter dans ses joues. Le juge la regarda comme si elle était une mouche sur son marteau. « La saisie se poursuivra, dit-il simplement, et Monsieur Nathan Reynolds est par la présente libéré de toute responsabilité en attendant la résolution de l'affaire de fraude. Silverhawk se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts aux co-signataires et à toute partie ayant bénéficié du prêt frauduleux. Il n'a pas frappé un marteau, ils ne le font jamais, mais il aurait aussi bien pu lâcher un micro. » Je me suis levé lentement, Jenna aussi, et Rachel, elle est restée figée. Ses yeux erraient comme si elle cherchait une caméra cachée, comme si à tout moment quelqu'un allait surgir et dire « Je plaisante. Tu es toujours riche. » Mais personne n'est venu. À l'extérieur de la salle d'audience, mon père a essayé de me coincer. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-il, d'une voix basse. »« Tu as raison, répondis-je. Je n'étais pas obligé, mais je le voulais. »« Tu as humilié ta sœur, ajouta ma mère, serrant ses perles comme si j'avais frappé un chaton. »« Elle s'est humiliée elle-même, dis-je. Vous l'avez juste aidée à charger le fusil. » Rachel n'a rien dit. Elle s'est contentée de passer devant moi dans le silence en descendant les marches du palais de justice, comme si quelqu'un avait enfin coupé le Wi-Fi dans son cerveau. Je l'ai regardée partir, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti comme le frère oublié, le plan de secours, l'invisible. Je me sentais comme quelqu'un qui avait repris sa vie en main. Mais je n'avais pas encore fini, parce que Silverhawk m'avait peut-être retiré du prêt, mais Jenna et moi avions encore une poursuite à intenter, et cette fois nous allions réclamer des dommages-intérêts. L'action civile que nous avons intentée ne visait pas seulement à se venger, elle était fondée sur un principe. Je ne voulais pas ruiner Rachel, je voulais définir une limite qu'elle ne pourrait plus jamais franchir. Jenna a déposé une demande de dommages et intérêts en mon nom, invoquant une détresse émotionnelle, une destruction de crédit, des pertes d'opportunités financières et une utilisation non autorisée de mon identité. Elle a ajouté les frais juridiques et les intérêts, ce qui est revenu à un peu moins de 215 000 $. Le chiffre m'a d'abord fait tomber la mâchoire, mais Jenna, impassible, a dit « C'est en fait modeste. » Rachel et mes parents ont été assignés 2 semaines plus tard. Je ne les ai pas prévenus, je n'ai pas envoyé de SMS, j'ai juste laissé les documents parler d'eux-mêmes. Et quand je dis que les retombées ont été immédiates, je veux dire nucléaires. Rachel m'a laissé un message vocal de 6 paragraphes remplis de demi-sanglots et de délire à plein volume. « Je suis ta sœur, Nat. Tu poursuis vraiment ta famille en justice pourquoi ? De la paperasse ? Tu es tellement égoïste. As-tu la moindre idée du stress que cela inflige à maman ? » Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé le message. Jenna a dit que c'était la preuve d'une manipulation de culpabilité continue. Mon père m'a envoyé un courriel le lendemain, en une seule ligne, nous t'avons donné la vie. Est-ce ainsi que tu nous remercies ? Je l'ai transféré directement à Jenna avec l'objet « Boomer essaie ». Boomer pense. Puis est venu le Joker, mon oncle Rob. Rob est le jeune frère de ma mère. Il est discret, se tient à l'écart,
vit dans un condo au bord du lac et fait beaucoup de grillades. Nous ne nous étions pas parlé depuis 5 ans, mais soudain, j'ai reçu un message, j'ai vu ce qui s'est passé. Un café ce week-end? Je me suis dit, pourquoi pas? Nous nous sommes rencontrés dans un endroit local. Je m'attendais à de la maladresse. Au lieu de cela, il s'est glissé dans la cabine, a déposé un dossier sur la table et a dit, j'ai toujours su qu'il ferait quelque chose comme ça. Tu n'es pas le premier. À l'intérieur du dossier se trouvaient des copies des prêts financiers de Rachel au fil des ans, extraites d'une fiducie conjointe que mes grands-parents avaient laissée aux petits-enfants à parts égales. Elle en avait déjà retiré 118 000 $ à l'âge de 25 ans. Je n'avais jamais reçu $1. Je suis resté assis là, sous le choc, tandis que l'oncle Rob sirotait son café noir comme si c'était un mardi comme les autres. Elle a épuisé tout le monde, a-t-il dit. J'espère juste que cette fois, elle apprendra quelque chose. Il s'avère qu'il s'était discrètement éloigné pendant des années, et maintenant que j'avais mis le feu aux poudres, il ne s'en cachait plus. Il a même offert de témoigner si cela allait au tribunal. Jenna était ravie. Un témoin de moralité et des preuves financières? C'est de l'or, a-t-elle dit. Et c'est alors qu'autre chose a atterri dans ma boîte de réception, une offre de règlement à l'amiable de l'avocat de mes parents. Ils essayaient de négocier avant que tout ne devienne public. Leur offre, 20 000 $ et un accord de confidentialité mutuelle. Pas d'aveu de culpabilité, juste le silence. J'ai lu, j'ai ri, puis j'ai envoyé une réponse par l'intermédiaire de Jenna, ajouté un 0 de plus et nous y réfléchirons. Et vous savez quoi? Nous n'avons pas attendu longtemps pour leur réponse, car ensuite, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Rachel s'est présentée à mon travail sans prévenir, la lèvre tremblante, les cheveux impeccables, dans le hall de mon bureau, en disant, s'il te plaît, parle-moi. Alors je l'ai fait, pendant 5 minutes. Et ce que j'ai dit l'a fait reculer physiquement. J'ai rencontré Rachel dans le hall, juste moi, elle et une réceptionniste qui faisait semblant de ne pas écouter tout en tapant comme une sténographe de cours. Rachel avait l'air démolie. Maquillage parfait, certes, mais son visage était pâle, ses épaules tendues, comme si elle savait que ce ne serait pas une autre performance de « je suis désolé que tu sois en colère » qui avait fonctionné sur nos parents. « Pourquoi tu fais ça ?» a-t-elle demandé, presque un murmure. « Je te l'ai déjà dit » ai-je répondu. « Tu as commis une fraude, tu as coulé ma vie, maintenant je la répare. »« Tu es mon frère » a-t-elle rétorqué. « Tu es censé me protéger. » J'ai cligné des yeux. « Te protéger, Rachel ? Je t'ai protégé par défaut pendant des années. Je me suis tu à chaque fois que tu as été renfloué. J'ai assisté à tout ça pendant que maman et papa te donnaient des aumônes et me disaient d'être le plus fort. Je t'ai protégé quand j'ai payé mes propres études universitaires pendant que tu dépensais 6 000 $ dans une retraite de cristaux. » Elle a baissé les yeux. Je n'avais pas fini. Tu m'as utilisé, tu m'as volé, tu as ruiné mon crédit, et tu ne t'es même jamais excusé. Pas avant de te faire prendre. Elle a essayé à nouveau. Mais tu me poursuis en justice. J'ai acquiescé. Oui, c'est le cas. Et voici la partie que tu dois vraiment comprendre. Je me suis rapproché, calme, définitif. C'est la dernière fois que je vais m'expliquer avec toi. Je ne te dois pas une relation, je ne te dois pas le silence, et je ne te dois certainement pas le pardon. Des larmes ont coulé dans ses yeux, le genre destiné à déclencher la sympathie. Mais pas cette fois. Je ne fais pas ça pour te blesser, Rachel, ai-je dit. Je fais ça pour te détruire, légalement, proprement. Tu vas répondre de ce que tu as fait, et quand ce sera fini, je ne penserai plus à toi. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, je ne sais plus qui tu es. J'ai souri. C'est l'idée. Et je suis reparti, en haut, au travail, à une vie où je n'étais plus le frère commode et oubliable que l'on pouvait entraîner dans une catastrophe après l'autre et dont on attendait qu'il se taise. Ce soir-là, Jenna a appelé. Leur avocat avait fait une contre-offre, 60 000 $, toujours sans aveu de culpabilité, mais la clause de confidentialité avait disparu. C'était un début, mais nous n'en avions pas encore fini, car Jenna avait déposé une autre demande. Elle voulait que Rachel et mon père soient interrogés sous serment, et cela devait être enregistré, filmé et archivé pour toujours. La déposition a eu lieu dans une salle de conférence grise qui sentait l'encre de photocopieur et le café rassis. Rachel était assise en face de Jenna, agitée sur sa chaise, flanquée de son avocat, un jeune associé avec trop de gel dans les cheveux et pas assez d'assurance.
Mon père était assis à côté d'elle, les bras croisés, les yeux brûlant un trou dans la table comme s'il pouvait intimider la vérité. Il n'a pas pu. Jenna a appuyé sur enregistrer, s'est présentée, a présenté l'affaire, puis calmement, comme si elle parlait du temps, a dit « Mademoiselle Reynolds, pouvez-vous expliquer comment la signature de votre frère s'est retrouvée sur la demande d'hypothèque ?» Rachel a hésité. Son avocat s'est agité. Je pensais que c'était autorisé, a-t-elle dit. Autorisé? Jenna a penché la tête. Par qui? Mes parents ont dit qu'ils s'en occupaient. Êtes-vous en train de dire que vous n'avez pas vu les documents finaux avant de signer? Je ne l'ai pas lu attentivement, non. Saviez-vous que votre frère n'était pas au courant du prêt? Une autre pause. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas consenti, a-t-elle dit. Jenna a haussé un sourcil. A-t-il déjà dit, oui, je vais co-signer une hypothèque avec toi pour plus d'un demi-million de dollars? Rachel avait l'air de mâcher sa propre langue. Non, a-t-elle murmuré. Jenna a acquiescé. Merci, c'est tout pour le moment. Puis elle s'est tournée vers mon père. Monsieur Reynolds, vous avez co-signé l'hypothèque. Est-ce exact? Oui, a-t-il dit, les lèvres serrées. Vous avez également soumis une procuration pour autoriser la signature de votre fils? Oui. Ce document a-t-il été créé récemment? Non. Daté de ses 18 ans. Et était-il spécifique à cette hypothèque? Il n'a pas répondu. Monsieur Reynolds, c'était un document général, durable, ce qui signifie qu'il n'avait aucun lien avec ce prêt. Il n'a pas répondu. Jenna a laissé le silence s'installer. Seriez-vous d'accord pour dire que votre fils n'avait aucune idée qu'il était engagé dans cette dette? Toujours rien. L'avez-vous déjà notifié par écrit? Non. L'avez-vous déjà entendu dire qu'il était d'accord avec cet arrangement? Non. Compreniez-vous à l'époque que l'utilisation de ce document de cette manière pourrait constituer une fraude? La mâchoire de mon père s'est crispée. J'ai fait ce que j'avais à faire, a-t-il murmuré. Jenna a souri comme un lion voyant une gazelle boiteuse. Merci, c'est tout. Ils ont demandé une pause. Rachel est sortie la première, visiblement ébranlée. Mon père est resté derrière, me regardant avec des yeux remplis d'ego blessé. Tu crois que ça te rend meilleur que nous? A-t-il demandé. Je l'ai fixé du regard. Non, ai-je dit. Mais ça prouve que je ne suis pas comme toi. Il a détourné le regard le premier. À l'extérieur de la salle, Jenna s'est penchée. Non seulement nous allons gagner ça, a-t-elle murmuré. Mais nous allons les enterrer dans les précédents. Après ça, ils ne pourront pas ouvrir une carte de bibliothèque sans que quelqu'un ne demande des documents justificatifs. Et elle avait raison, car le lendemain matin, nous avons reçu un courriel de leur avocat, une nouvelle offre. 150 000 $ et une lettre d'excuse, rédigée volontairement. Ce n'était pas la justice, mais c'était la responsabilisation, et pour la première fois dans ma vie d'adulte, c'était moi qui tenais le stylo. J'ai accepté le règlement. 150 000 $ virés sur mon compte dans les 48 heures. Propre, taxé, légal, définitif. La lettre d'excuse est arrivée quelques jours plus tard. Elle était longue de 2 paragraphes, co-signée par mes 2 parents, pleine de vagues regrets, de phrases très juridiques comme erreur de jugement et conséquences involontaires, mais ils ont admis avoir commis des actes répréhensibles. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas appelé, je n'ai même pas ouvert l'enveloppe complètement, j'ai juste pris une photo de la page de signature et je l'ai déposée dans un dossier sécurisé intitulé au cas où. J'ai bloqué leur numéro. J'ai dit à Jenna que j'avais fini. Nous avions notre argent, nous avions notre distance, et pour la première fois depuis des années, j'avais la paix. Presque. Il restait une chose à faire, la vérité. Voyez-vous, pendant que tout cela se passait, j'avais tranquillement tout écrit, journalisant tout le gâchis, la fraude, l'audience, la confrontation. Pas par pitié, pas même par justice, mais pour la documentation. Pour les gens comme moi qui ont toujours joué la sécurité, qui ne se sont jamais rebellés, qui ont continué à endosser la responsabilité parce que la famille passe avant tout. J'ai publié l'histoire anonymement sur un sous-forum financier, en gardant les noms vagues, en changeant les dates. Le post a explosé. Des dizaines de milliers de votes positifs, des commentaires de personnes qui ont vécu la même chose, dont les parents ont ruiné leur crédit, dont les frères et sœurs ont falsifié des prêts, dont les familles leur ont enseigné la honte au lieu de la responsabilité.
Et c'était la vraie victoire. Pas l'argent, pas le procès. C'était savoir que je n'étais pas seul, et qu'il ne l'était pas non plus. 3 mois plus tard, j'ai acheté mon premier logement. Petit condo, 2 chambres, vue dégagée, tout à mon nom. Crédit encore meurtri, mais en voie de guérison, un peu comme moi. Je n'ai plus jamais entendu parler de Rachel. J'ai vu sur les médias sociaux qu'elle avait emménagé chez une amie, une histoire de prendre une pause pour travailler sur elle-même. Cool. J'espère qu'elle le fera. Mais moi, je travaille sur quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de mieux, une vie sans manipulation, un avenir sans culpabilité et un passé qui ne me possède plus.